Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test. Je suis avec Manuel. Salut. On bosse de temps en temps ensemble. Je me suis dit que c'était la bonne vidéo pour te faire intervenir avec moi d'un point de vue plus grand public aujourd'hui. Souvent les gens ne t'ont jamais vu. Hein. Non. Qui tu es en 10 secondes, vas-y. Moi je suis entrepreneur du numérique depuis un peu plus de 20 ans et j'aide avec mon agence des grandes marques à comprendre les enjeux du digital, du marketing. C'est pour ça que je t'ai invité, pour comprendre les enjeux d'Apple cette année. On a vu la dernière conférence développeur, WWDC, qui se tenait à San José, ça se prononce comme ça ? On peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Ils ont annoncé une bête, un Mac Pro, qui peut valoir plus de 30 000 €, suivant la configuration qu'on choisit. Là, tout le monde a les poils hérissés, on se dit « Oh mon Dieu, c'est 30 000 €. » 30 000 € dans une vie personnelle, pour aller s'acheter sa voiture demain, c'est une fortune. Ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'était le rapport et le ratio d'une telle machine annoncée, qui finalement, quand on creuse un petit peu, n'est pas si folle que ça. Si on revient un petit peu au début de ce qu'a fait Apple, moi je me souviens du premier Mac Pro que j'avais eu, c'était en 2014. Alors il était assez récent, je sais plus à quelle période tu as eu ton premier Mac Pro. J'ai eu des machines qui ne s'appelaient pas encore des Mac Pro. Mon premier ordinateur Apple, c'était vers 92, je dirais, un truc comme ça. Voilà. Mais oui, si on se remet à cette époque, il faut comprendre que la puissance de calcul dont on dispose aujourd'hui dans cette machine, si on la compare à ce qu'on avait il y a quelques années dans des machines professionnelles qui étaient dédiées au même type d'usage, c'est-à-dire la vidéo, la 3D, etc., etc., bah, ces machines, elles s'appelaient des stations Sun ou des stations Silicon Graphics et elles coûtaient plusieurs dizaines de milliers de dollars en fait. Et c'était très très cher. Certaines machines allaient jusqu'à 80, 90, 100 000 $ en fait en fonction des configurations. Et en fait, tu regardes, bah, aujourd'hui, bon, ça commence à 5 000 $, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu peux monter effectivement jusqu'à 30 000 si tu pousses la config très loin, etc. Mais pour la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, le coût ramené à la puissance de calcul, bah, ça vaut plus rien, ou ça vaut presque plus rien. On va rentrer dans le fameux débat avec la comparaison d'une machine sous Windows qu'on peut monter soi-même avec beaucoup d'énergie et une machine sous OS X. Toi, je sais qu'aujourd'hui, ta société tourne entièrement sous les appareils Apple, pratiquement notamment en France. Ouais, en France, on a 100% du parc Apple et iPhone. Je voulais pas forcément développer dans cette vidéo les caractéristiques du produit, notamment parce qu'il n'est pas encore sorti, qu'on n'a pas encore les tests de performance de ce produit-là. J'attends beaucoup de choses au niveau de l'aération, surtout du produit. La forme a totalement changé. Le Mac Pro que j'avais eu en 2014 était rond, il n'était pas forcément très puissant, et je pense qu'il y a eu une erreur, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de communication quand il y a eu le précédent Mac Pro d'annoncer, parce qu'au final, il était dans une tranche de prix qui était un peu élevée pour le grand public, mais accessible, pas du tout élevé pour les professionnels, mais d'un autre côté, pas performant. Ce qui fait que tu as eu un cafouillis qui fait qu'aujourd'hui, avec un Mac Pro qui arrive là à 5 000 $, annoncé à 5 000 $, les gens se disent « Oh mon Dieu, c'est trop cher » parce qu'ils se sentaient concernés par le précédent Mac Pro. Or, dans une conférence comme celle-ci développeur, normalement, il n'y a que les gens qui peuvent bosser en tant que dirigeants ou autres, mais chez Pixar, dans les studios Disney, dans des studios d'architecture. Bah, en fait, déjà, comme tu le dis, cette prise de parole, ils la font dans la Developer Conference. Donc, ils savent à qui ils parlent. Alors, il se trouve que Apple est Apple. Donc, aujourd'hui, quand Apple parle, la planète entière écoute et va relayer cette info. Mais eux, ils ne se trompent pas. Ils parlent à des professionnels qui sont venus, en tant que professionnels, écouter des annonces pour les professionnels. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le précédent Mac Pro avait un problème de positionnement dans la gamme. C'était une espèce d'iMac hyper dopé, avec un design agréable à l'œil, on peut dire, mais pas du tout évolutif, ou très très peu à la marge, quoi. Une connectique limitée, enfin, toutes les critiques qu'on a entendues sur le précédent Mac Pro. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Apple a entendu ça et semble avoir pris, mais vraiment, la direction opposée. Ils reviennent à une machine où tu peux racker des éléments à l'intérieur. Ils reviennent à une machine ultra modulaire dans laquelle tu peux configurer les choses comme tu as envie, foutre autant de cartes que tu veux ou presque, etc. etc. Jusqu'à 1,5 Teraoctets de RAM. Non mais c'est fou. Non mais c'est taré. Et puis les cartes graphiques, enfin... Et c'est pour ça qu'on peut pas le comprendre. C'est pour ça que même moi, quand j'ai vu ça, j'ai relu 2 fois, je me suis dit... Et la première question que j'ai posée, c'était un de mes potes, Jérôme, qui est vachement plus dans le hardware. Je lui ai dit... Mais à quel moment tu utilises 1,5 Teraoctets de RAM ? Ah bah quand t'as 8 écrans en 4K, quand tu te mets en rack, il suffit que tu lances un rendu 3D plus un rendu en 8K upscale, machin.
Ah ok, donc c'est possible. Ah Ouais. oui, largement. Ouais. Ouais, ils ont fait des racks pas pour rien, parce que je pense qu'il y en aura qui en auront même besoin de plus, tu vois. Ouais, c'est exactement. ouf, quoi. Et souvent, c'est des gens qui bossent sur des prods mobiles dans des studios hyper larges avec des créatifs, etc. D'où le détail sur les roulettes, qui est pas totalement idiot. C'est Parce ouf. que les mecs bossent dans des hangars immenses et ils ont besoin de se déplacer par équipe. Donc le détail sur les roulettes est très bien vu. J'y avais pas pensé. Donc on dirait qu'Apple a entendu ces critiques et a délivré une machine qui est faite pour être customisée en fonction de tes besoins. Une des caractéristiques que presque personne n'a mentionné, c'est justement la façon de racker plusieurs unités de Mac Pro. En fait, ce qui n'a pas été très relevé dans cette conférence, c'est que oui, il y a le Mac Pro, et d'ailleurs en photo, on le voit souvent dans sa version desktop, mais ils ont annoncé une version rackable. Au cas où ça soit pas assez cher. Non, mais pour les data centers en fait. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est un signal d'une marque grand public qui dit non, mais je fabrique aussi des unités professionnelles qui vont aller dans les data centers. Et c'est pas parce que je suis dans un data center que je dois avoir une machine moche avec une coque en plastique et des vieilles LED qui clignotent de l'œil. L'intérêt principal, pour le rappeler, le data center et le fait de racker du coup justement plusieurs machines. Bah, tu peux racker des machines, les mettre en série et ensuite sur ton LAN, tu vas pouvoir accumuler de la puissance de calcul. Donc faire travailler plusieurs machines ensemble. Pour reparler un petit peu du coût, notamment de la machine de base, 5 000 $, j'ai l'impression qu'Apple a volontairement placé un prix punitif pour éviter que les gens veuillent cette machine, parce que la machine de base, au vu des composants, elle vaut pas 5 000 $. Quand tu vois que dans une machine à 5 000 $, ils te mettent un SSD de 256 Go, bon, tu te dis que tu as forcément mieux ailleurs, surtout sous Windows, si tu bidouilles un petit peu, que tu veux faire toi-même ton propre ordinateur, il n'y a aucun souci pour avoir un rapport qualité-prix vraiment meilleur. Maintenant, quand tu commences à évoluer dans les machines, il y a des cartes graphiques qui sont dédiées, qui ont été faites par AMD, qui sont dédiées à cette configuration de Mac Pro là. Qu'est-ce que t'en penses toi justement du ratio en tant qu'entrepreneur et en tant que société, le ratio rapport qualité-prix? Alors en fait, il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est qu'on est en train de parler d'un marché qui est très limité. On est en train de parler d'un marché qui va concerner peut-être quelques centaines de milliers de pièces dans l'année, tu vois. C'est pour parler d'Apple, c'est fou quand on sait combien ils vendent d'iPhone à l'annonce. Donc effectivement, leur price point, c'est-à-dire leur positionnement prix, est forcément un positionnement qui est fait pour que ça s'adresse à ces professionnels-là, qui vont acheter pas des gros volumes. On n'est pas en train de parler de MacBook ou d'iMac ou autre. Donc t'as pas l'effet d'échelle sur ces machines, la première chose. La deuxième chose, tu vas pouvoir racker des composants dans cette machine. Et ces composants, peuvent venir de plein d'endroits différents. Donc on te pousse un prix où on sait que tu vas pas forcément acheter du Apple après. Alors que sur les autres devices, genre MacBook ou iMac, tu fais ta configuration online et tu sais très bien que... Si tu veux changer ta RAM, il va falloir passer par Apple. Exactement, parce que les composants sont soudés, etc. etc. Donc là, le positionnement prix est très différent. Là, ils vont te faire payer un prix qui est lié à l'architecture qu'ils ont imaginée, à la modularité de cette architecture, en conscience du fait que demain, tu vas pouvoir racker des composants qui ne viennent pas de chez eux. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'il faut regarder ce qu'on appelle le coût complet de possession, en anglais le total cost of ownership. Quand tu parles d'une machine professionnelle, tu vas te dire combien ça me coûte de posséder cette machine. L'acheter, la maintenir et la faire évoluer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le total cost of ownership. Si une machine sous un système d'exploitation X ou Y coûte plus cher en maintenance, parce qu'il va falloir faire intervenir l'IT, le mec de la maintenance, ou parce que ça va prendre du temps au mec qui bosse dessus, de la paramétrer régulièrement, de changer des tonnes de trucs. Windows. Par exemple. T'as envie de les sortir depuis tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Et ça participe du TCO. Et donc, ce qu'on constate et ce qu'on dit habituellement, c'est que le rapport de maintenance d'une machine sous Windows et sous macOS est de 1 à 10. C'est ultra important, je pense, de mentionner ça, surtout dans une utilisation professionnelle, parce que tu vas pas en acheter qu'un, où il n'y a pas qu'une seule personne qui va l'utiliser. Et dans une société où il y a 2000, 3000, 10 000 employés, tu peux pas te permettre d'avoir une personne pour 10 personnes qui vont utiliser un ordinateur, parce qu'il faut le mettre à jour toutes les 2 secondes. Et je repense juste à ma scolarité.
le nombre de fois où un ordinateur sous Windows ne fonctionnait pas, et c'est à l'époque, ça s'est bien amélioré depuis, mais tout de même, on avait besoin juste dans une école d'avoir une maintenance journalière pour entretenir les ordinateurs et les mettre à jour, pas avoir de virus, etc. Tout s'est vraiment bien amélioré. Je pense qu'aujourd'hui, Windows peut être comparé largement en termes d'efficacité à du Apple d'un point de vue, je pense, petite société. Je pense que dès que tu vas venir évoluer avec beaucoup plus de personnes, il est plus facile, avec mon recul, d'utiliser OS X. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? T'as jamais pu bouger d'OS X? Moi, je suis vieux, Romain. J'ai commencé sous OS 8, D'accord. Mac OS 8, et puis 9. Et puis, tu vois, après, j'ai vécu la migration avec le noyau Unix, etc. etc. Donc, non, mais oui, il y a des environnements Windows qui peuvent fonctionner très bien. Après, c'est toujours pareil. Un mec qui aime bidouiller, c'est comme un mec qui aime bidouiller sa bagnole. Il va te dire ouais, ben c'est pas dur, regarde, je change les plaquettes de frein moi-même. Alors Sauf que moi, je le regarde, je fais ouais, bien sûr, ouais. Et voilà, et sauf que si tu Ok. sais pas le faire, tu te dis ah ouais, bah moi il faut que j'aille chez le garagiste et que je paye pour le faire parce que je ne sais pas le faire et que j'ai pas envie de me faire chier à le faire. Faut pas oublier que dans l'approche Apple, t'achètes un environnement complet, hardware et software. Au passage, dans le prix, t'es à jour de tes licences. Ah oui, T'as payé la licence de macOS et t'as payé tous les softs qu'on te livre de base et qu'on oublie de mentionner. Mais il y a plein de softs qui ont énormément de valeur qui te sont livrés avec macOS. T'as pas besoin d'acheter d'autres choses, tu vois. Après, tu vas acheter tes softs métiers à toi, etc. Mais t'es à jour de tes licences. T'as pas un Windows piraté dans un coin Ouais, c'est vrai. des softs piratés, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont livrées de base et t'as acheté cet environnement complet. Après, je comprends qu'il y ait des gens à qui ça convienne pas et qui trouvent que c'est trop cher. Oui, bien sûr. Et je respecte ça. Surtout quand on a les capacités de fine-tuner sa machine soi-même. Ça sera de toute façon plus cher. Au-delà du Mac Pro, les accessoires qui nous ont été présentés, il y en a notamment un qui a été très mal présenté. Et je pense que tu peux nous aider là-dessus parce qu'il y a quelques marques, encore aujourd'hui, il y a des marques que tout le monde connaît, que ta société gère. Tu peux m'en citer quelques-unes? Audi, Porsche, Nike, voilà des gens comme ça. D'accord. Et du coup, à travers toutes les campagnes que tu peux faire avec ces marques-là, tu peux voir aussi les bons et les mauvais points que tu retiens au fur et à mesure des campagnes. S'il y avait un loupé à parfaire dans la conférence qu'on a vu développeur, C'est vrai que j'ai été choqué par un truc, c'est qu'en général chez Apple, tout est millimétré en fait. Hein, et sur l'annonce du prix du pied de l'écran, parce qu'ils ont annoncé un écran professionnel là aussi, on va en reparler, Ouais. et il y avait un écran qui pouvait être livré à part. exactement. Et donc tu achètes ton Mac Pro et tu peux acheter cet écran. Et cet écran, forcément, bah, il faut que tu le mettes quelque part. Alors il faut comprendre que dans l'usage de matos professionnel, souvent c'est des studios qui achètent ça, ils ont déjà des pieds pour mettre leur moniteur existant, qu'un. etc. 2, 3, Et 4. il y a peut-être des fois 4 écrans Ah. par Tecos, quoi, tu vois. Et donc, ils annoncent un pied spécifique pour aller avec cet écran. Et là, ils font une erreur que j'ai pas compris. Ils annoncent le prix de l'écran, et ensuite ils annoncent le prix du pied tout seul. Et ça, c'est hyper déceptif parce que tu dis, mais t'aurais mieux fait de m'annoncer le prix du tout, Global. et ensuite le prix de l'écran tout seul, et là c'était moins cher, et ça serait passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, si vous re-regardez la conférence, vous allez voir qu'il y a, je sais pas, 4-5 secondes de malaise un peu dans la Ouais. salle, où les gens savent pas trop quoi, ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, le pied est cher. 1000 $. 1000 $ le pied d'écran, voilà. Après, on va te dire, oui, il y a de la cinématique, oui. Ouais. Bon, on peut développer plein d'arguments, et puis tu payes le design, tu peux comprendre. C'est comme quand t'achètes une Porsche. T'achètes une Porsche, bon bah tu sais le prix que tu payes, sinon t'achètes une autre voiture. Bon bah là tu peux acheter un autre pied d'écran. Et l'écran est compatible avec les autres pieds. Ce qui devient aussi de plus en plus ouvert chez Apple. À l'époque, ça paraissait fou d'avoir une pièce Apple qui puisse s'adapter à d'autres produits. Pour le coup, c'est rare de voir Apple faire des petites erreurs de com de cette nature. Et là, ça vaut le coup d'être mentionné parce que ça leur ressemble pas. Ils ont débarqué, pour moi, dans cette conférence, d'un coup, pour la première fois, dans un réel milieu professionnel. Parce que comme moi je l'ai ressenti dans le précédent Mac Pro, on savait pas vraiment à qui c'était destiné. Là, en plus du Mac Pro, ils ont annoncé du coup cet écran qui vaut aux alentours des 6000 €, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est un écran fou qui n'est pas en 8K. Pour autant, c'est peut-être la petite chose qu'on aurait voulu en plus. Cependant, tous les paramètres colorimétriques, la dalle, etc. rivalisent avec des écrans aujourd'hui qui pouvaient coûter 20 000, 30 000 € dans un milieu professionnel. Et quand on se renseigne un peu là-dessus, est-ce qu'on se dit du coup que là, Apple voulant toucher vraiment une autre cible d'un coup et taper fort pour montrer aux autres concurrents que eux aussi savent faire, est-ce qu'ils font pas exprès d'arriver là avec un prix ultra agressif
pour les professionnels, c'est pas moi qui vais acheter un écran. Moi déjà celui-ci coûte 1500 €, je trouve que c'est une fortune, tu vois, pour un écran. Donc il est vraiment pas destiné, même moi qui fais du montage vidéo de temps en temps, ça reste de l'amusement, c'est pas du tout au millimètre près comme dans certaines productions. Qu'est-ce que tu penses du positionnement d'Apple avec ce nouvel écran qui s'ajoute à ce Mac Pro? Bon, alors je vais pas avoir d'avis sur les caractéristiques, surtout avec toi à côté, parce que sincèrement, chacun sa spécialité. Mais on peut dire que cet écran est ultra performant et affiche des caractéristiques hyper intéressantes. D'un point de vue marketing, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Apple ne fait plus d'écran depuis longtemps. Apple ne fabrique plus d'écran et tu peux plus acheter d'écran externe depuis longtemps. Et même les iMac. Ils ont d'ailleurs passé un deal avec LG et ils distribuent des écrans LG sur les boutiques Apple online. Et ils s'en cachent pas et ils disent voilà, bon, les écrans LG c'est très bien. Je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est de montrer qu'il y avait encore un gros savoir-faire sur ces sujets, plutôt à destination des pros, et montrer que ce savoir-faire était accessible, entre guillemets, pour les pros, avec une performance inouïe. C'est-à-dire qu'en gros, la perf que tu as, pour ce prix-là, alors pour le coup sur l'écran, bah, c'est quasi imbattable en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que tu voudrais une perf aussi élevée, tu serais dans des prix beaucoup plus élevés. Donc je pense qu'Apple a voulu dire, en tant que marque, on est de retour sur les écrans, on sait vraiment faire. Alors on n'en fait peut-être pas pour le grand public, mais pour les pros, on sait les faire. Est-ce que ça va trop loin alors pour toi, ou est-ce qu'au final c'est la bonne route que doit prendre Apple avec ses annonces? Apple est une marque grand public, a toujours été une marque grand public. Je pense juste qu'ils sont en train de dire, on laisse pas tomber la population qui est dans l'ADN de la marque, les créatifs. Si tu repenses à Apple, tu penses aux créatifs, tu repenses à la campagne Think Different, tu repenses à l'association avec les artistes, avec la musique. Les créatifs ont été au cœur de la marque Apple depuis ses débuts. C'est Steve Jobs qui a amené ça et ça a toujours été sa volonté. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les créatifs de notre époque travaillent avec de la technologie. Là où avant, dans les anciennes campagnes Apple, tu voyais Picasso avec un pinceau. Exactement. Et donc, ils sont en train de dire, on ne laisse pas tomber les créatifs et on leur donne des machines performantes et belles, ce qui est important pour les créatifs. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Ils savent très bien qu'ils vont pas devenir un énorme player du marché professionnel et c'est pas leur but. Mais par contre, pour la marque, c'est important de montrer ça. Bon alors la réponse à la question finale, est-ce que tu vas changer tout ton parc dans ta société parce que tu as des créatifs au sein de ta société puisque tu crées des images de marque aussi. Est-ce que tu vas changer tout ton parc? Est-ce que tu vas craquer sur les Mac Pro? Moi personnellement non, je vois pas d'intérêt pour l'instant à avoir un Mac Pro et on en a beaucoup parlé. Je pense même peut-être à dématérialiser de plus en plus de systèmes informatiques ici. Dans le cloud par exemple. Ouais, par exemple. Alors, est-ce qu'on va tout dématérialiser? Non. D'accord. Je veux pas me retrouver avec 300 demandes dans ma boîte mail demain de tous les créas qui disent « Ah, on veut un Mac Pro, on veut un Mac Pro ». Donc, non. Est-ce qu'il y en aura quelques-uns dans l'agence, notamment pour les spécialistes de la vidéo, du son, vraiment du montage, etc. Oui, il y en aura certainement quelques-uns dans l'agence, surtout dans nos studios. C'est certain qu'il y en aura, et puis on aime les produits Apple, ouais. on aime les voir, les toucher, j'ai envie de le voir. On fera une photo sur Twitter lors du premier achat. Manuel, je te remercie beaucoup, tu as traité plein d'autres sujets sur ta chaîne, notamment Huawei va-t-il mourir? C'est vrai. Il était ultra intéressant, je trouve, c'est un sujet qui mélange vachement le marketing, la politique aussi, et la high-tech, donc je vous invite à aller voir ça sur la chaîne de Manuel, à vous y abonner également, parce que comme tu le dis, attends, vas-y, c'est quoi ta phrase de fin à chaque fois? C'est la meilleure... Attends. La meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. Exact. Yes! Allez, sur ce, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.